Je peux y aller? Alors, on va y aller. Donc, ce débat commence, il va durer jusqu'à 18h30, puisque certains de nos intervenants ont des trains et que nous, on va essayer de tenir le temps, ce qui n'est pas le cas de tous les intervenants. Alors, la situation, c'est ce que je viens de vous dire, est à la fois grave et paradoxale, puisque le changement climatique se concrétise, vous le voyez bien, hélas, aujourd'hui, mais c'est à la fois des canicules, mais c'est aussi des inondations, comme nous en avons eu beaucoup. Pourtant, le débat public est gangréné, en fait, par la désinformation climatique. Elle est colportée sur les plateaux TV, en particulier sur les chaînes d'information continue, alors comme CNews, ça, j'allais dire, chacun le sait, mais finalement, elle sème le doute beaucoup plus largement, à la fois sur la puissance du phénomène d'évolution du climat, mais aussi et surtout, et c'est peut-être ça le plus embêtant, sur la nécessité d'agir à la hauteur, d'investir massivement dans les énergies renouvelables, l'électrification massive et les mesures de sobriété pour réduire la consommation d'énergie, mais aussi préserver les ressources en eau. À l'heure où la vitesse du développement de l'IA est en train de faire perdre le bénéfice du développement des énergies renouvelables, à l'image du cas irlandais, vous savez peut-être pas, mais aujourd'hui, pratiquement 20% de l'électricité en Irlande sert aux data centers qui existent déjà. Et il y a une course bien plus forte que chez nous qui hypothèque la consommation électrique des individus. Alors, donc, nous allons voir avec nos invités que finalement, la désinformation grossière type Donald Trump, pour qui le réchauffement climatique est une farce, un hoax en anglais, n'est pas celle qui augmente le plus, d'une certaine façon, parce qu'elle est tellement visible qu'il suffit d'une canicule pour la mettre en porte-à-faux. En revanche, la désinformation climatique, la malinformation, finit par créer une sorte de chaos informationnel. Et c'est celui-là qui contribue, par exemple en France, à freiner le développement des énergies renouvelables, avec ces grands débats de type est-ce qu'une centrale nucléaire, c'est plus beau qu'une éolienne, ou l'inverse, que nous n'abordons pas donc aujourd'hui. Il faudrait aussi, d'une certaine façon, essayer de ne pas en permanence présenter des fausses bonnes solutions. Alors, au hasard, la neige artificielle, quand il n'y a plus de neige, et plus, parce qu'il n'y a plus d'eau aussi rapidement, ou, alors, sujet brûlant du moment, la climatisation. Faut-il la généraliser ou pas? Quels sont les impacts? Puisque, en gros, si on rafraîchit l'intérieur, on réchauffe l'extérieur, ce qui pose effectivement un certain nombre de problèmes. Et donc la climatisation est en train de devenir un sujet politique très brûlant. Alors, évidemment, les personnes les plus efficaces dans la lutte contre la désinformation climatique sont les rédactions de journalistes compétents qui vérifient leurs sources et qui ne publient pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est la clé d'une mobilisation de l'opinion. Je ne sais pas si vous avez vu la une de Libération hier, qui appelait avec Christophe Cassou, qui est un des climatologues les plus réputés français et responsable et directeur de recherche au CNRS, il faut politiser la canicule. C'est-à-dire que l'enjeu, et c'est ce dont on va parler avec chacun de nos intervenants, l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de faire comprendre au personnel politique à quel point, j'allais dire, sans étiquette préalable, autant il est important d'avoir une action publique à la hauteur du problème, et que ça suppose de donner toute sa place à la science, à des notions de bilan coût-avantage de chacune des solutions, et que effectivement, avec la montée en puissance de la désinformation climatique, le débat politique est biaisé, et beaucoup de journalistes politiques ne sont pas en mesure de contredire les informations. Alors l'histoire du week-end, c'était Apolline de Malherbe qui interviewait Jean-Marc Jancovici sur BFM TV et RMC, je crois, en même temps, et qui disait à Jean-Marc Jancovici, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi les températures montent alors que l'INSEE, je dis bien l'INSEE, a annoncé que les émissions françaises avaient baissé. Et donc là, je suppose qu'il a été de bonne foi, mais par contre, c'est très grave pour ne lutter contre un élément qui est d'ailleurs assez politique, de désinformation, qui consiste à croire que le changement climatique est un phénomène national qui connaît les frontières, et que effectivement, nous sommes en train de payer les émissions de CO2 précédentes, puisque le CO2 est inerte. Donc, avant qu'on puisse, il faudrait déjà arrêter d'alimenter le réchauffement climatique, mais de toute façon, il est déjà là. Et c'est pas parce que la France baisse ses émissions de scope 1 ou 2 qu'on va résoudre le problème. J'ai donc fait une petite séquence d'informations.
Alors, ce qui est important peut-être, et c'est là où on assiste à un basculement, et on va y revenir, c'est qu'en fait la colère gronde, alors celle de Christophe Cassou, celle des citoyens, et celle d'un certain nombre de gens qui entendent beaucoup de désinformation dans les médias, mais ont beaucoup de mal, soit à fournir des éléments contre cette désinformation, soit à savoir à avoir des repères précis, et s'inquiètent de l'apathie, d'une certaine façon, sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision globale donc, sur cet enjeu brûlant qui est celui de la désinformation climatique, et qu'il y a beaucoup de façons de combattre. Alors évidemment par la bonne information, mais aussi en faisant de l'action climatique, et nous allons voir avec chacun de nos invités comment ça se passe. Alors Eva Morel, donc je viens de vous la présenter, qui est donc cofondatrice de Quota Climat, qui monitore la désinformation climatique. Rien qu'en... Alors, si on parle juste de médias et de radio et de télé, on est sur, d'après vos statistiques, 660 cas dans les médias audiovisuels en 2025. Il y a 365 jours dans l'année, donc ça fait plus d'une fois par jour. On va revenir avec vous là-dessus, puisque vous faites à la fois ce recensement, mais vous menez des campagnes, vous faites du lobbying, et aussi pour qu'on puisse réglementer sur le fait que la désinformation climatique soit encadrée, finalement. Donc vous aidez aussi les gens à débunker les informations, en particulier avec un site qui s'appelle le droit à l'information, et qui permet de fournir des arguments à ceux qui voudraient lutter contre la désinformation climatique. Alors, on va commencer effectivement avec vous, avec déjà peut-être une définition de la vision de Quota Climat sur ce qu'est la désinformation climatique. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que Quota Climat ne défend pas en tant que tel une définition. On essaie de se baser au plus que possible sur ce que les scientifiques appellent de la mésinformation, de la désinformation et de la malinformation. Donc, c'est des définitions qui sont établies par des climatologues aux États-Unis, notamment celui qui s'appelle Michael Mann, qui a établi une typologie d'acteurs qui désinforment de manière régulière. Et ce qu'il dit, c'est que la différence entre la mésinformation et la désinformation revient dans l'intentionnalité du locuteur de tromper son audience. Donc nous, on va appeler désinformation une information qui est fausse ou trompeuse et a haut potentiel d'induire le public en erreur, avec une volonté de démontrer du locuteur de le faire. Et mésinformation, lorsqu'on n'est pas en capacité de démontrer cette intentionnalité. Et la malinformation, c'est quelque chose qui va être véridique, mais trompeuse. Un exemple pour illustrer ça, c'est d'affirmer que les incendies ont pour 90% une origine humaine et de s'arrêter là. Donc ça donne l'impression que l'amplification des méga-feux est liée uniquement à des personnes qui vont déposer leurs mégots par terre, alors qu'en réalité, le réchauffement climatique et l'influence des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine va alimenter à la fois le nombre d'incendies qui s'accroît, mais aussi leur intensité. Et donc si on s'arrête à cette information, on va appeler ça de la malinformation. Et donc toute cette catégorie peut être rassemblée autour de ce qu'on appelle la désinformation. Nous, on fait la distinction simplement parce que quand on est une organisation comme la nôtre, c'est un peu difficile d'aller chercher, d'aller faire de l'enquête. D'ailleurs, c'est le métier de certains autour de la table. Mais d'aller démontrer l'origine d'un narratif. On sait que pour certains cas, c'est possible de l'attribuer par exemple à des think tanks américains comme le réseau Atlas, qui finance actuellement des personnes qui vont faire des formations au Parlement européen pour expliquer que finalement le réchauffement climatique, on n'est pas vraiment sûr que ce soit grave, on n'est pas vraiment sûr que ce soit établi, il y a du doute et que les ressources qu'on devrait attribuer à la lutte contre le réchauffement climatique devrait être attribué ailleurs. Donc là, directement, on peut dire voilà, c'est de la désinformation puisqu'on peut attribuer l'origine du narratif. Mais dans beaucoup des cas qui circulent, notamment dans les médias qu'on analyse, en fait, ce qu'on va plutôt analyser, c'est la volumétrie attribuée au phénomène. Et on considère que le volume, lorsqu'il dépasse un certain stade statistiquement significatif, on peut considérer que quelqu'un, quelque part, à un endroit, a eu l'intention de créer le narratif ou de l'amplifier. Et donc, c'est ce qui nous amène à parler de désinformation. Alors, comment vous traitez, par exemple, le cas que j'évoquais de ce week-end, où une journaliste intervieweuse politique, met en cause les notions même de mécanique de réchauffement climatique. Donc ça, c'est mésinformation ou désinformation. Et ensuite, dans quelle catégorie mettez-vous, par exemple, les 20 heures qui ont fait des sujets sur le fait qu'il faisait chaud et qui montraient les gens qui avaient chaud? Est-ce que c'est de la lacune d'information? Est-ce que c'est comment vous traitez ces deux types de traitements? Peut-être avant de répondre à la question, je pense que c'est important d'établir où on en est d'un point de vue couverture médiatique des questions environnementales en France.
Nous, on repose beaucoup sur les chiffres de l'Observatoire des médias sur l'écologie, qu'on a cofondé avec plusieurs partenaires, et qui établit qu'en volume, la couverture médiatique des questions environnementales, elle est à peu près à 4% de temps d'antenne dans l'audiovisuel en 2025. C'est un peu plus dans la presse écrite, et ce qu'on constate, c'est que l'audiovisuel est plus réactif à l'actualité chaude, mais la presse écrite couvre davantage sur le temps long les questions environnementales. Ce qu'on constate aussi, c'est que plus on couvre les questions environnementales, moins on désinforme. Donc il y a vraiment un lien de corrélation très net entre la capacité à couvrir d'une manière quantitative et qualitative suffisante les questions environnementales et le fait de pouvoir lutter contre différentes facettes de ce qu'est la désinformation. En 2022, il y a eu une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a généré un engouement très fort au sein des rédactions et qui a pu permettre à France Télévisions, Radio France, Ouest France, Sud-Ouest et j'en oublie plein, d'avoir des plans d'action volontaires qui permettaient de se former aux questions environnementales. Nous, on a constaté, en observant de manière systématique l'espace audiovisuel et de presse, que ça avait un effet notable sur ce type de cas, comme l'exemple de Apolline de Malherbe, c'est-à-dire être en capacité de sortir du fond, disons, de ce que constitue la connaissance établie sans équivoque par rapport à la science du climat et aussi par rapport aux actions qui sont établies comme efficaces par rapport au réchauffement climatique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parce que les formations environnement ont été remplacées progressivement par des formations IA et que beaucoup des journalistes qui étaient exposés au direct, les rédacteurs en chef, donc des personnes qui étaient en haute position hiérarchique dans les rédactions, ont tourné, parce que dans les rédactions, ça tourne assez vite, on se retrouve avec la situation que en 2026, alors que ça fait que 4 ans que ces plans de formation ont eu lieu, on a beaucoup de journalistes qui ne sont plus formés. Et donc ça aboutit à ce type d'erreur. Honnêtement, je n'ai pas de certitude sur ce que j'avance, mais moi je pense que c'est vraiment pas intentionnel. C'est que c'est juste des mécaniques qui sont complexes et que sans mettre un peu les mains dans le cambouis de ce qu'est la science du climat, c'est impossible pour un journaliste politique et économique d'opérer un contradictoire suffisamment efficace par rapport à un ingénieur qui est extrêmement formé. Donc je pense que c'est ça dont il s'agit. Et peut-être sur la deuxième partie, sur les visuels qui ne sont pas forcément adaptés à la gravité de la situation. Là, c'est autre chose, c'est une histoire de transversalité dans les rédactions, c'est-à-dire s'assurer que la personne qui va produire le reportage va être associée avec la personne qui va choisir de mettre ce reportage dans les temps de prime time, donc que ce soit les journaux télévisés, les matinales radio, et de s'assurer que les visuels qui vont accompagner vont de pair. Et là, on se retrouve avec une prise en charge de la question environnementale qui doit être davantage priorisée dans les rédactions comme un enjeu transverse et pas uniquement comme un enjeu de formation qui va être dans les rubriques spécialisées pour les journalistes qui vont croiser au détour d'un chemin la question environnementale, mais vraiment pour tous, en se disant que finalement, si on ne regarde pas l'actualité avec des lunettes vertes, on va faire des erreurs grossières. Alors, dernier point pour finir, les présidentielles vont amener, une fois de plus, parce que ça fait maintenant plusieurs années, une prééminence des journalistes politiques sur les plateaux de télé, etc. Et comme Quota Climat ne se contente pas de dire ça ne va pas, vous montrez aussi ce qui va. Et vous donniez l'exemple de l'émission Questions politiques ce week-end qui a donné des leçons de, en fait, c'est possible de contredire le discours politique quand il dérive sur ces questions climatiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui s'est passé donc ? Oui, alors ce week-end, dimanche, dans Questions politiques, c'était une émission qui était diffusée à la fois sur France Inter, France Info et par Le Monde, avec 3 journalistes qui animaient le débat. Le porte-parole du RN, Thomas Ménager, a expliqué son programme écologique. Et donc c'est une émission qui dure 1 heure, et pour une fois, la question environnementale, à l'aune de la canicule, a occupé 1/4 de l'émission. Et le contradictoire était extrêmement efficace. C'est-à-dire que ça a commencé par une remise en contexte des positions historiques du Rassemblement national sur les questions environnementales. Des positions qui sont assez diverses, mais globalement qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que préconise la science du climat. Et après avoir recontextualisé d'où provenait le porte-parole, ces propos ont été systématiquement contredits avec des arguments qui étaient à la fois factuels, mais qui mettaient aussi un petit peu en contradiction le Rassemblement national sur des positions sur d'autres sujets. Donc nous, ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant, c'est d'une part de dire, bon, voilà, vous dites ça, mais les scientifiques sont en désaccord, il y a un consensus qui va à l'opposé de ce que vous dites sur la climatisation, sur la végétalisation, sur la bétonisation. Voilà, les exemples s'accumulaient. Mais au-delà de ça, c'est de dire, finalement, ce que vous portez dans le cadre de la crise en Iran, c'est un peu contradictoire avec ce que vous dites là sur la canicule. Ce que vous portez sur l'immigration économique, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que là, on voit une vision environnementale qui se structure au-delà d'un sujet qui est souvent perçu comme uniquement scientifique. Et se dire, finalement, c'est un sujet culturel, c'est un sujet de société, c'est un sujet géopolitique ou sanitaire. Et les journalistes étaient extrêmement bien préparés. Donc nous, on trouve que c'est
un exemple parfait de ce qu'on appelle de nos voeux pour la campagne présidentielle à venir, et notamment pour montrer qu'il est possible pour les journalistes politiques et économiques de saisir à bras-le-corps cette question et d'en faire une question davantage politisée. Alors c'est d'autant plus urgent que le RN s'est déclaré lui-même le nouveau parti de la climatisation. Et ce n'est pas une blague. Donc effectivement, il va falloir se muscler sur la climatisation. Non pas quelle est la couleur politique de la climatisation, mais quels sont les bénéfices et les inconvénients de la climatisation. Ce qui m'amène à vous, Raphaël, qui n'avez pas de micro. Donc je vais vous donner celui de... Merci beaucoup, Eva. Donc, Raphaël, alors vous avez plusieurs casquettes. Petite question déjà. Vous venez de lancer l'académie de l'ADEME sur un certain nombre de parcours. Donc, vous allez déjà nous expliquer en quoi ça consiste. Et par exemple, sur ces questions de climatisation, est-ce que l'académie aide à s'y repérer ? C'était pas prévu comme Non. question. Mais on va revenir aux questions prévues. Non, mais effectivement, on a lancé l'ADEME Academy. On l'a déjà lancé il y a 3 ans, mais le nouveau site est sorti la semaine dernière. Donc, vous pouvez aller sur academy.adem.fr. Et on parle climatisation. On parle en fait de toutes les thématiques sur lesquelles on a des experts à l'ADEME. Il y a plus d'une vingtaine de parcours qui permettent de monter en connaissances et en compétences sur la transition écologique. Et la nouveauté de ce site, c'est que ça a fusionné avec ADEME Formation pour ceux qui avaient l'habitude d'aller sur le site ADEME Formation. Donc maintenant, on a tout intégré dans ce site qui s'appelle l'ADEME Academy. Et donc, ça va de la vidéo de 3 minutes qui donne une toute petite entrée en matière pour quelqu'un qui s'intéresse à la thématique, vidéo faite par un expert de l'ADEME. Donc il y a un gros travail de vulgarisation qui a été fait, jusqu'à la formation en présentiel que vous aviez l'habitude de trouver sur ADEME Formation, en passant par des MOOC, par des e-learning et par la mise en exergue des ressources principales, des guides que produit l'ADEME, parce que l'ADEME produit beaucoup de choses. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir sélectionné un petit peu les ressources clés pour monter à son rythme, en connaissance et en compétence sur la transition écologique. Et la quasi-totalité est en accès gratuit, sauf les services qui relèvent vraiment d'entreprises spécifiques qui sont payants, mais la quasi-totalité est gratuite. C'est ça, enfin, tout ce qu'il y avait sur ADEME Formation, donc il y avait certaines formations en présentiel payantes, mais vraiment à des prix défiant toute concurrence par rapport aux formations qu'on peut trouver en général. Et là, tout ce qu'on a mis avant dans la montée en connaissance est complètement gratuit, comme le sont les ressources de l'ADEME en général. Donc ça permet de rappeler que informé, il en restera toujours quelque chose. Donc on revient aux questions initialement prévues. L'ADEME, dans ses innombrables activités, monitor, crée une sorte de baromètre annuel autour des Français sur justement la façon, une sorte de sondage très qualitatif, sur leur perception du changement climatique, leur rapport à la désinformation. Est-ce que vous confirmer finalement que tout ce que vient de dire Eva crée un courant qui augmente au sein de la population sur le fait que la désinformation climatique, est-ce que ça marche finalement auprès des citoyens ? Alors, effectivement, on peut considérer que la désinformation marche dans le sens où nous, ce qu'on mesure, on ne mesure pas la désinformation. Par contre, on mesure la perception des Français par rapport au changement climatique et on voit une augmentation du climato-scepticisme depuis qu'on fait le baromètre. Aujourd'hui, on est à 1 Français sur 3. Donc, c'est quand même assez conséquent. Alors, ce que vous qualifiez, c'est vraiment les gens qui pensent que ce n'est pas d'origine humaine, le réchauffement climatique, qu'il n'existe pas vraiment non plus, c'est ça ? Alors, c'est la grande majorité. Effectivement, sur ces 32%, il y en a 28% qui pensent que ce n'est pas d'origine... Alors, qui ne nient pas le changement climatique, mais qui remettent en question son origine humaine. Et c'est ça, nous, la forme qu'on constate la plus forte de désinformation. Les dénialistes, comme on les appelle, ceux qui vraiment nient le changement climatique, un peu la caricature de Trump que vous aviez mentionné en introduction, eux, c'est 4%. Et ça, ce sont des chiffres nationaux, c'est une moyenne. Ce qui est assez intéressant aussi quand on creuse un peu le baromètre, c'est qu'on remet un petit peu en cause le mythe du tonton climato-sceptique. Parce qu'en fait, les chiffres sont assez alarmants chez les jeunes. C'est aussi la nièce, c'est ça ? C'est aussi le neveu, la nièce, pas vos enfants bien sûr, parce qu'on n'a pas du tout un échantillon représentatif ici, ils ont tous été formés. Mais effectivement, c'est assez impressionnant. Chez les 18-24 ans, c'est 1 sur 2 qui est climato-sceptique, et on augmente de 10 points à chaque fois. C'est-à-dire que les dénialistes, ils sont 14%.
Alors, c'est vrai que c'est aussi une génération dans laquelle il y a des platistes, c'est-à-dire ceux qui croient que la Terre est plate. Voilà. Et ceux qui pensent que c'est Alors que Thomas Pesquet s'est dévoué pour leur montrer qu'elle n'était pas plate. Oui, et qu'il suffit simplement de regarder un bateau qui part à l'horizon, c'est comme ça qu'ils ont fait à l'époque. Et, voilà. Mais, et que 37% des jeunes pensent que c'est d'origine, effectivement, des 18-24 ans, pensent que c'est d'origine naturelle. Alors, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que c'est pas si grave que ça ? C'est une opinion qui peut évoluer. Et comment on lutte efficacement contre ça ? Alors, c'est forcément inquiétant. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et une des explications, c'est très clairement la source d'information. Et 30% des 18-24 ans, la première source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, après, il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, les réseaux sociaux sont un lieu où le climato-scepticisme s'exprime le plus largement. Donc ça, c'est une des raisons principales. Après, une fois qu'on a fait ce constat-là, donc l'idée c'est d'aller chercher ces jeunes pour effectivement leur expliquer un petit peu les fondamentaux de la transition écologique, parce que ça aussi ça a été dit précédemment, mais c'est un sujet assez complexe. Et puis le message qui consiste à faire passer que c'est d'origine naturelle, donc finalement on peut rien y faire, donc on change rien, il est beaucoup plus facile à faire passer et à recevoir que le message qui consiste à dire que c'est notre responsabilité de changer collectivement à la fois notre façon de produire par la décarbonation, mais aussi notre façon de vivre et de consommer. Et donc ça, c'est un message qui est quand même plus difficile à faire passer. Est-ce que vous pensez que des épisodes caniculaires peuvent aider à passer ces messages ? Je pense que les épisodes caniculaires comme celui-là, ils permettent de faire baisser la part des dénialistes, parce que là, ça devient vraiment très compliqué de dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Je ne suis pas sûr que ça fasse baisser la part de ceux qui considèrent que c'est d'origine naturelle. Qu'il y a toujours eu des canicules, etc. Et donc du coup, et on le voit avec l'augmentation du nombre de climato-sceptiques. Donc je pense qu'il faut vraiment expliquer, mais vraiment de façon très simple. Et ça, nous aussi à l'ADEME, on essaye de le faire via l'ADEME Academy notamment, mais pas que, sur le site MTater qui vraiment vise les jeunes. Donc c'est un site qui s'appelle mtater.fr. .fr, ouais, M la lettre. Et ça, c'est vraiment un site qui existe depuis de nombreuses années et qui vise les jeunes justement pour leur expliquer. En termes d'audience, vous savez, on est de quel ordre ? J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que c'est de l'ordre de 700 000, etc. Enfin, c'est pas non plus les chiffres, malheureusement, parce que alors c'est une bonne audience pour un site qui parle de climat. Après, le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive, maintenant, ils vont sur ChatGPT et puis ChatGPT va chercher partout et pas que sur MTater, malheureusement. C'est aussi qu'ils sont réceptifs finalement à des schémas un peu simples, voire simplistes, voire faux, qui sont véhiculés par certains influenceurs, même s'il y en a aussi. Encore une fois, il ne faut pas caricaturer. Vous avez rappelé en introduction qu'il y avait des journalistes qui faisaient très bien leur travail. Il y a aussi, et c'est tout à fait vrai, et il y a aussi des influenceurs qui s'intéressent à ces questions. Il y a même des médias type 2050 Now qui est 100% digital, qui visent les jeunes, etc. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites, mais il faut sans cesse rappeler les choses et les rappeler de façon simple. Par exemple, pour convaincre son neveu ou sa nièce qu'on verra peut-être pendant les vacances, qui croit que c'est d'origine naturelle. Je sais que je prêche une audience convaincue ici, mais il faut rappeler le temps, l'échéance de temps, que oui, il y a 5 degrés de différence entre l'ère glaciaire et l'Europe d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, mais que c'était il y a 20 000 ans, et que nous, on est en train de faire ça en l'espace de 200 ans, entre 1900 et 2100, selon certains scénarios du GIEC. Donc voilà, en 10 secondes, on peut arriver à faire comprendre ce rapport au temps qu'il faut absolument changer, et le fait que l'homme, il accélère, et pas qu'un peu, fois 100, le changement climatique. Et ça, c'est des choses avec des images qui peuvent commencer à percoler. Alors là, on est effectivement sur un sujet majeur qui est que l'existence ou non du changement climatique est un débat d'opinion. Et on va y revenir avec nos 2 journalistes, donc ce qui pose déjà en soi un problème. Comment vous travaillez à l'ADEME, et vous particulièrement, sur la question des solutions ? Puisque donc
là, vous venez très bien d'expliquer que c'est compliqué quand même de lutter contre la désinformation, mais l'impact de la désinformation, au-delà de l'opinion des uns ou des autres, c'est surtout de freiner. Alors, c'est particulièrement vrai pour les renouvelables, mais c'est vrai aussi pour, par exemple, la voiture électrique, pour beaucoup de choses. Ça crée des freins psychiques, politiques, etc. Comment on travaille à l'ADEME sur lever ces freins? Alors, pas sous l'angle changement climatique, vrai ou faux, mais vraiment sous l'angle pourquoi telle ou telle solution est efficace, comment on la promeut, et comment on lutte sur finalement des gens qui déroulent depuis face à des gens qui déroulent depuis 10 ou 20 ans un narratif accéléré par les réseaux sociaux et l'IA vraisemblablement. Et en face, comment on oppose, quel narratif on peut opposer? J'ai envie de dire que c'est la mission principale de l'ADEME, d'accompagner les acteurs qui s'engagent dans la transition écologique, que 92% des fonds qui nous sont confiés, c'est pour accompagner les entreprises dans leurs projets de décarbonation et partager le risque associé. C'est pour aider également les collectivités qui s'engagent dans la transition écologique à se décarboner. Donc voilà, 90% de nos fonds, c'est pour ça, c'est pour accompagner les acteurs. Donc c'est vraiment la mission principale de l'ADEME. Et effectivement, après, en termes de mobilisation, vous avez raison, on pense qu'il n'y a pas de courage triste. Donc effectivement, il faut alerter, il faut répéter ce qui se passe et le consensus scientifique, etc. Mais après, si on veut mobiliser, il faut montrer que des solutions existent. Il faut montrer aussi que ces solutions, il n'y en a pas qu'une et que c'est vraisemblablement un mix si on veut gérer le risque et la résilience. On le voit avec le contexte international, mais que ça sera un mix de ces solutions qui permettront d'atteindre la neutralité carbone. Elles relèveront d'un côté des innovations technologiques. On parlait de la clim tout à l'heure, mais elles seront trop risquées techniquement s'il n'y a pas de sobriété, s'il n'y a pas de changement de comportement. Et il y a quelque chose qu'a produit l'ADEME et qui cristallise vraiment cette position, c'est les scénarios transition 2050. Donc ça, c'est un exercice qu'on avait sorti en novembre 2021, qui a été actualisé en 2024, qui va être réactualisé là en novembre, et qui montre finalement qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre la neutralité carbone, qui montre que c'est encore possible. Enfin, tout ça, c'est des messages positifs, mais par contre, il faut urgemment accélérer et se fixer collectivement un cap et s'y tenir. Oui, ça c'est un point très important de façon générale, d'ailleurs pas que sur le changement climatique, mais sur les limites planétaires, la logique de scénario, puisque en fait rien n'est écrit. En revanche, les choix qu'on va faire là maintenant tout de suite auront des impacts très très différents. Vous aviez, et vous avez toujours d'ailleurs, une chronique sur France Inter, orientée solutions. Quel est le retour que vous faites à la fois vis-à-vis de la rédaction de France Inter, dans la place, alors de mémoire, vous êtes assez tôt le matin. Comment réagissent les journalistes? Comment ils réagissent à ce que vous dites? Et quel est l'impact, selon vous, de ce type de chronique qui peut être, c'est un peu ce qu'évoquait Eva, au milieu d'une information très différente? Oui, alors c'est vrai que j'ai vraiment un profil atypique parce que toutes les personnes qui font cette chronique, alors elle est à 6h45 effectivement, donc c'est pour les lève-tôt, c'est dommage d'ailleurs, mais bon après sur France Inter il y a la Terre au carré, donc il y a d'autres choses, mais sont des journalistes. Donc moi j'étais le seul expert entre guillemets, mais qui parlait et qui chroniquait. Donc ça c'est un exercice qui est effectivement un peu inhabituel pour ceux qui travaillent à l'ADEME ou chez d'autres acteurs. C'est marrant parce que vous parliez de la formation des journalistes. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire, je suis allé former justement chez Radio France et il y avait le rédacteur en chef. Donc à l'époque, c'était pas l'IA. Donc il y avait vraiment des gens qui étaient venus. J'en faisais partie et le rédacteur en chef assistait à la chose et c'est comme ça que tout a découlé. Donc, comme quoi, c'est vraiment important de continuer la sensibilisation et la formation en présentiel avec des gens qui ensuite vont instiller ça dans les différents programmes. Ce que je trouvais bien aussi, c'est qu'effectivement, c'était une chronique qui est avec une chronique politique, une chronique économique. Donc, on pouvait faire ce lien, justement, et présenter la chose de façon systémique. Et puis enfin, la dernière chose, c'était que c'était vraiment orienté, effectivement, solution.
Le but n'était pas, c'est toute la logique de 6h45 à 6h45, les gens se réveillent, prennent leur café, on ne va pas les plomber avec des mauvaises nouvelles. Le but, c'est plutôt d'apporter, de montrer que des solutions existent et cette articulation finalement entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, que oui, les entreprises et les pouvoirs publics, leur rôle, c'est de développer des solutions et que nous, à notre échelle, en fonction de nos besoins, en fonction de nos moyens, quand ces solutions existent, on peut s'en emparer. C'est de rappeler finalement des ordres de grandeur, des éclairages pour permettre le discernement. Parce qu'effectivement, on a tendance aujourd'hui, dans un paysage médiatique, finalement, à caricaturer, cliver, ça fait plus de buzz, ça fait plus d'audience. Et je crois vraiment que le rôle des médias est important pour apporter les clés pour comprendre et faire preuve de discernement pour les énergies renouvelables, par exemple, pour les véhicules électriques. Enfin, voilà, Alors, dernière question avant de passer aux journalistes à proprement parler. Le mercato audiovisuel a commencé, donc vous êtes programmé quand et à quelle heure à la rentrée? Alors, je découvre ce nouveau monde et donc je suis encore dans l'incertitude. Donc, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour les non-initiés, donc en fait, les grilles se font sur 10 mois dans la plupart des médias audiovisuels. Et donc là, le mercato, ça fonctionne comme dans le foot. Donc, alors c'est vrai que Raphaël est peut-être moins concerné que d'autres sur les gens changent de crèmerie, de temps, d'antenne. Et effectivement, la question du renouvellement des émissions se joue maintenant. Et donc, vous savez si ça sera maintenu ou pas. Vous ne savez pas du tout. Vraiment, je ne sais pas. Voilà. Donc, suspense. Donc, potentiellement, vous pouvez créer un France Inter que vous écoutez chaque matin à 6h45. Une très intéressante chronique que vous souhaiteriez voir revenir à la rentrée. Alors, parce que ça marche comme ça, les journalistes, vous avez chacun un micro. Donc du coup, nous en avons 2 avec nous. Nous avons beaucoup de chance. On va commencer avec vous, Hugues Souverbi. Alors, vous êtes secrétaire général du bien public, que j'imagine ici on ne présente plus, ce qu'on pourrait appeler un journal local et généraliste. Ce qui veut dire que finalement, quelle est la place dans ce type de journal aujourd'hui de la question de la désinformation climatique ou de l'information sur le climat? C'est très large. Bonsoir à toutes et à tous. L'information locale, le prisme local, c'est notre savoir-faire, c'est ce qu'on fait tous les jours. Pour qu'une information soit traitée par un journal de presse quotidienne régionale, il faut qu'il y ait un angle local. La désinformation climatique, est-ce qu'elle a une spécificité côte-d'Orienne? Parce que donc, le bien public, c'est le journal de presse quotidienne régionale dont le territoire... On va dire qu'avec la canicule, elle a une spécificité locale. Mais pas la désinformation climatique, oui. Finalement, le réchauffement, oui, mais la désinformation climatique en tant que telle, non. Bon, aujourd'hui, oui. Eva Morel vient faire une conférence à Dijon, on l'interroge effectivement et sur la désinformation climatique et voilà, on a une attache côte-d'Orienne pour traiter ce sujet. On a fait aussi, par exemple il y a 1 an, il y a un journaliste de notre service web et réseaux sociaux, vidéo, qui avait fait une courte vidéo face caméra pour dire, ben voilà, on venait de traverser une période de canicule, encore une, je crois que c'était en août dernier, et on constate à chaque fois qu'on fait des articles sur ces périodes, nous avons des commentaires qui nous disent, ben non, finalement, c'est pas si grave que ça, c'est comme tous les ans, c'est l'été, il fait chaud, arrêtez de nous bassiner avec votre canicule, et bien non, donc face caméra, et donc graphique à l'appui, on vous montre qu'effectivement, il y a une accélération du changement climatique, une augmentation du nombre et c'est sur les réseaux sociaux un déferlement de haine qui est en retour dans les commentaires. Le fait qu'il fasse cette vidéo a généré un shitstorm. Je vous ai préparé, en fait, je manque un petit slide pour vous montrer quelques horreurs publiées. Donc voilà, il y en a quelques. Alors c'est un petit florilège, il n'y a pas tout, vraiment. Parce que la masse. Oui, faire des études de journalisme pour sortir de ce genre d'article, ça sert à rien. Dommage. Mais voilà, donc je ne sais pas, je ne vais pas vous tout raconter. Là, il y a une vingtaine de commentaires, il n'y en a que 3 qui sont positifs, mais par exemple, je ne sais pas, ça sert à quoi? Sans fermer le clapet de qui, mais il suffit de voir comment le bien public a changé de virage idéologique en quelques années pour se rendre compte de l'état de notre société actuelle. Bon, C'est-à-dire que vous seriez d'affreux gauchos? C'est la faute des médias, bien sûr.
Déjà, mais donc ça vous positionnait comme à la gauche de la gauche? Oui, c'est ça? C'est ça. Parce que vous avez dit que le changement climatique existait. Exactement. Alors, je ne suis pas assez familière de la ligne éditoriale du bien public, mais j'imagine comme un journal généraliste, il n'est pas forcément ni d'un côté ni de l'autre. Non, nous traitons vraiment les faits. On Voilà. rapporte les faits, tout simplement. Alors, c'est très intéressant puisque là, vous montrez finalement que c'est une activité à risque de faire de l'information climatique, à risque de réputation. J'imagine quand même que vous avez eu une vague de désabonnements à la suite de ça. Mais est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Non, parce que là, on est sur les réseaux sociaux, donc sur de l'information gratuite et pas forcément des abonnements et des gens qui payent pour s'informer. Malheureusement, il y en a de moins en moins, on le sait. On fait effectivement face à une vague de haine. Mais là, il y a un autre commentaire. Par exemple, la semaine dernière, on a publié une interview de François Rebsamen pour présenter à J-7 les assises, qui nous présentait qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, un des commentaires, donc là, cette fois-ci pas publié sur nos réseaux sociaux, mais sur le site du bien public et sur notre application, en gratuit, un pur exemple de climato-scepticisme. Donc le changement climatique n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des millions d'années, la Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement bien avant l'apparition de l'être humain. C'est vrai, en fait, effectivement, vous l'avez dit, mais bon, à l'échelle de l'accélération, à l'échelle du temps, c'est complètement faux. Voilà, donc là, il n'y est plus. Donc, on publie effectivement, nous, de la désinformation climatique sur nos réseaux sociaux. On est aussi acteurs de ça. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire par là, c'est que vous ne vous censurez, vous rendez visible ce genre de choses. Alors la question, Eva, vous vouliez dire quelque chose? La question finalement, c'est comment on fait face à ça? Donc là, vous décrivez un phénomène. Est-ce que vous considérez que votre devoir de journaliste et votre déontologie de journaliste consiste à dire c'est des vieux aigris qui ne devraient pas avoir tant de place? Donc déjà, c'est assez... Comment on réagit face à ça et comment on se positionne? Je suis fondamentalement pour la liberté d'expression. Je suis journaliste, les opinions doivent alors, c'est pas des opinions, mais quand quelqu'un dit, par exemple, quand on fait un article sur la vague de chaleur du mois de mai, et on dit il y a un record absolu qui a été battu à Dijon pour la nuit dans un mois de mai, et ça datait de 1964, il y a un petit commentaire. En 1964, il y avait déjà le réchauffement climatique. On voit bien la petite musique derrière, en fait, la petite pique. Le climato-scepticisme, c'est protéiforme. C'est effectivement, il y a les gros sabots, mais il y a aussi tous ces petits commentaires qui remettent en cause. Qu'est-ce qu'on fait? On publie, mais moi, je suis en fait demandeur d'une loi qui interdirait de publier ça. Aujourd'hui, en France, tenir des propos négationnistes, c'est interdit par la loi. C'est réprimandé 2 ans d'emprisonnement. Sur le racisme, c'est la même chose. L'apologie du terrorisme, c'est 5 ans. Est-ce que le réchauffement climatique, au total, va faire plus de morts, j'imagine, que la Shoah? C'est possible. Et pourquoi, aujourd'hui, on a le droit, en fait, on vous tend un micro. Pourquoi, aujourd'hui, on a le droit d'être climato-sceptique et de le dire et de promouvoir ces idées, alors que c'est interdit d'être négationniste? C'est une vraie question. Alors, c'est pour ça que j'ai donné un micro à Eva, puisque vous travaillez aussi à faire de l'influence sur les régulateurs. Est-ce que ça, c'est un projet qui vous paraît réaliste? Est-ce que vous y travaillez à faire de la désinformation climatique un délit, au même titre que d'autres que vient de citer eux, qui sont même des crimes dans certains cas? Oui, deux choses. Je pense que c'est important de distinguer la liberté d'expression en ligne et dans les médias, dans la mesure où les réseaux sociaux ont été conçus comme des espaces qui donnaient la liberté d'expression à chacun des citoyens. Et aujourd'hui, quand on parle de régulation des contenus en ligne, notamment au niveau européen, avec la régulation qui s'appelle le Digital Services Act, donc DSA, on ne parle pas nécessairement de réguler la désinformation, mais plutôt de modérer les contenus lorsqu'ils sont soit illégaux ou porteurs de risques systémiques. Donc nous, c'est plutôt une affaire non pas de supprimer des contenus en ligne, mais plutôt de s'assurer qu'ils ne soient pas renforcés par des algorithmes qu'on défend à l'échelle européenne. Sur la partie législative à l'échelle française, en effet, on porte un texte de loi qui est actuellement déposé sur le site de l'Assemblée nationale et signé par des dizaines de députés de plusieurs bords politiques, qui propose dans son article 1er de renforcer les compétences de l'ARCOM, donc l'autorité de régulation audiovisuelle, en matière d'encadrement de la désinformation scientifique.
Et la sémantique qu'on utilise dans ce texte de loi, c'est de parler d'état des connaissances scientifiques comme un état de fait. Et ce qu'on défend, c'est non pas d'interdire la parole des personnes qui nient l'état des connaissances scientifiques, mais que ce soit systématiquement recontextualisé et contredit. Donc c'est assez subtil, mais je pense que cette subtilité elle est importante parce qu'on n'est pas là à vouloir interdire la parole de quiconque, mais plutôt de dire si quelqu'un porte une voix qui est extrêmement minoritaire dans le champ de réflexion dans lequel il s'ancre, alors il faut qu'on ait l'impression à l'antenne que le consensus est représenté. Et il y avait une émission qui avait été très bien faite, j'ai plus la référence de ce journaliste anglais, mais il avait voulu représenter sur le plateau l'effet d'avoir un climato-sceptique face à un scientifique du climat. Donc il avait fait venir des centaines de scientifiques en parallèle du climato-sceptique pour montrer qu'en fait, c'est pas la parole d'une personne, c'est une personne isolée face à des centaines de personnes de la même profession. Et donc là, on retrouve un équilibre. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on vient défendre. Elle en est où, cette loi, du coup ? Elle est en cours d'inscription à l'agenda de l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Donc l'instabilité politique actuelle ne nous aura pas échappé. C'est assez compliqué de porter ce type de texte. En parallèle, il y a 2 choses qui nous donnent de l'espoir. La première, c'est que le président de la République a annoncé à l'été un plan national d'accès à l'information environnementale et climatique. Nous, c'est quelque chose qu'on porte fortement depuis 2 ans, qui vient remplir des engagements que la France a pris au COP. Donc c'est un engagement international qui se traduit en droit français. Donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est une annonce de plan. Et comme tout plan, il faut qu'il y ait des mesures dedans, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc ce qu'on défend, c'est qu'il y ait des mesures, notamment cette mesure qui est dans l'article 1er de la proposition de loi. Et on pense que finalement, par les décisions de l'ARCOM et la base jurisprudentielle qu'elle est en train de construire, on pourrait obtenir le même objectif. C'est plus lent. On peut peut-être rappeler que donc l'ARCOM a, pour la première fois il y a quelques mois, condamné CNews pour désinformation climatique. C'est ça, donc elle a rendu sa décision en 2024, elle a été ensuite confirmée par le Conseil d'État en 2025. Donc on a désormais une base de jurisprudence sur le site du Conseil d'État qui explique que pour un média, c'est un devoir de dépeindre le consensus scientifique de manière exacte. Et que si quelqu'un vient le nier sans contradiction, alors c'est un manquement au devoir des médias en question. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux, mais qui porte aujourd'hui uniquement sur ce qu'on appelle l'ancien déni, c'est-à-dire la négation de l'origine humaine du changement climatique ou de son existence même. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la désinformation climatique n'est plus nécessairement de l'ordre de l'ancien déni. Elle se déporte vers une négation de l'efficacité des solutions et une décrédibilisation des messagers de la transition au sens large. Donc, ce qu'on essaie de bâtir, c'est une base de jurisprudence qui porte sur la représentation actuelle de ce qu'est la désinformation climatique. Et donc, pour ce faire, on saisit l'ARCOM et aussi on prépare des contentieux en Conseil d'État. Et je précise que tout le monde peut saisir l'ARCOM. Il suffit de se rendre sur le site de l'ARCOM et d'instruire le cas en question. Quand on a vu un contenu qui pose problème, on peut saisir l'ARCOM. Voilà. Finalement, la désinformation climatique, ça va aussi vite que l'IA. Hugues, justement, tout ce que vient de dire Eva, est-ce que vous l'aviez en tête ? Est-ce que donc le bien public fait partie du groupe EBRA ? Est-ce qu'il y a une stratégie là-dessus et une vigilance exercée à l'échelle du groupe sur ces questions-là, avec l'angle qu'évoquait Eva ? Effectivement, EBRA, donc, sur 23 départements de l'Arc-Est de la France, le premier groupe de presse quotidienne français. La pierre angulaire de ce jeune groupe qui s'est créé il y a 20 ans, le premier projet transversal, c'est Ici on agit, en fait, donc, qui date il y a maintenant 5 ans, 6 ans. Ici on agit, donc en fait c'est une verticale environnementale avec du journalisme de solution, et uniquement du journalisme de solution, donc des solutions éprouvées sur nos territoires qu'on met en avant et qu'on partage dans un supplément mensuel qui est publié dans le print le 3e mercredi du mois, et puis bien sûr tout au long des jours de nos quotidiens sur nos sites web. Oui, c'est vraiment c'est le premier projet en fait qui unifie les journaux du groupe EBRA, des journaux qui étaient très concurrentiels les uns les autres, voire un peu méchants en fait les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Alors, de sujets, quel type de sujet vous traitez, par exemple, je ne sais pas, récemment ? Et par ailleurs, quelles sont les audiences ? Est-ce que vous voyez un engouement, puisqu'on vient quand même d'expliquer que le climato-scepticisme monte. Est-ce que les solutions aussi montent ? Alors, les audiences globales de EBRA, on diffuse 800 000 journaux au jour, 164 millions de visites par mois. Et puis, par exemple, pour vous donner un autre chiffre,
nos vidéos sur les réseaux sociaux, maintenant c'est 500 millions de vues par mois. Donc, oui, il y a un énorme pan qui est la presse quotidienne régionale qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a une audience en fait très énorme, c'est énorme. Et en 2025, alors les vidéos, là je vous ai dit 500 millions, c'est pour 2026. En 2025, nos vidéos sur les réseaux sociaux ont été vues 2 milliards de fois. Donc on a 2 milliards de clics sur les vidéos. Alors j'imagine que c'est pas sur les solutions environnementales. Mais il y a des reportages dans Ici on agit, par exemple, sur le dernier numéro qui était sur le logement. Il y a systématiquement maintenant un article important, un article de tête de page, et il y a une vidéo qui est faite avec. On met vraiment l'accent sur les vidéos. Et ces sujets-là font partie, en fait, effectivement, de notre offre éditoriale, qui est de plus en plus affirmée. Il n'y avait aucun doute là-dessus, hein, avec des journalistes qui sont formés petit à petit, pas assez encore, mais effectivement, on a cette ambition au niveau du groupe EBRA de porter, d'accompagner la transition écologique sur nos territoires avec les interlocuteurs locaux, avec les acteurs du changement, de l'adaptation au changement climatique. Alors, on a un cas d'école avec la canicule, une conférence de rédaction. C'est toujours, tiens, il y a tel fait, comment on le traite. Quel est pour vous ce sujet justement des angles à traiter? Alors, vous avez évoqué l'angle local, mais donc, est-ce que quand il fait chaud, on parle des marches en glace, on parle des trains qui ne marchent plus très bien, on parle de quoi et quel type de discussion se noue au sein des rédactions quand il fait une canicule comme celle-ci? L'information servicielle, les trains qui ne fonctionnent plus, les coupures de courant, ça, on va la voir, elle va tomber, ça fait partie de notre quotidien, c'est obligatoire. Mais pour vous donner un exemple, hier matin, effectivement, le département était placé en alerte, en vigilance rouge. On savait qu'on allait avoir dans notre quotidien une interview avec Eva Morel, donc un sujet environnemental. On savait que notre bureau des informations générales, donc qui fabrique en fait les pages et les articles d'actualité France Monde pour l'ensemble des journaux du groupe, pour les 80 éditions du groupe, allait faire un sujet, son dossier du jour sur les nuits tropicales et les nuits chaudes, comment s'y adapter. Donc on avait ces deux pages, la page avec Eva Morel, et on savait aussi qu'on allait forcément avoir une page avec, dans le public, avec les informations du jour. On s'est dit, on ne va pas en rajouter. Par contre, on a lancé des perches hier matin, CHU, les EHPAD, la Chambre d'agriculture, très intéressant sujet d'ailleurs à venir, je pense, parce que lors de la précédente période de canicule au mois de mai, on avait rencontré un spécialiste à la Chambre d'agriculture, un spécialiste des céréales, qui nous avait expliqué que il y avait une perte de rendement, mais qui était assez minime en Côte d'Or sur cette première canicule. Mais s'il y avait un deuxième épisode caniculaire avant récolte, là, ça poserait vraiment problème. On va retourner voir ce monsieur. Et oui. Voilà. Donc tout un tas de sujets sont lancés et on va accompagner en fait cette actualité canicule, nous tous les jours, parce qu'il faut tenir le rythme aussi quand on fait un quotidien, c'est la difficulté, hein, c'est tous les jours remettre sur le travail des sujets et tous les jours faire un journal nouveau. Donc voilà, donc on a tous ces sujets qui vont arriver et qui vont être traités avec les interlocuteurs. Et la dernière question, avant d'en venir à Théo Mourabi, qu'est-ce que vous avez pensé de la une de Libération d'hier, avec « Il faut politiser la canicule ». Est-ce que c'est le rôle d'un média? Est-ce que c'est très compliqué. Effectivement, c'est ce que je disais au début, en fait, sur la parole climato-sceptique. Quand Donald Trump tient des propos... Il faut savoir d'ailleurs que BFM, en particulier les journalistes de BFM qui font la météo, ont expliqué qu'ils avaient fait des cartes très rouges vifs et que du coup ils ont eu le même genre de vague de réseaux sociaux en disant comment osez-vous. On avait ce commentaire, effectivement ça. Donc c'est vrai que ça devient entre guillemets à risque de juste expliquer que là la situation est grave. Bon, Sébastien Chenu est venu à Nuit-Saint-Georges la semaine dernière, vendredi ou jeudi, donc le porte-parole, non, il n'est pas porte-parole, vice-président du Rassemblement national. Oui, tu connais bien le sujet, je crois. Oui, je connais bien le sujet. On lui a posé justement la question sur le changement de cap en fait du RN. Bon, il n'a pas répondu, il a répondu à côté, mais
oui, il faut politiser effectivement le sujet. De toute façon, on vient de terminer la campagne des élections municipales. C'était une des thématiques, notamment à Dijon. Il y avait 8 candidats, donc on leur a tous posé des questions sur effectivement l'adaptation au changement climatique. Est-ce que, je l'ignore d'ailleurs, à Dijon, il y a des espaces où les gens peuvent se réfugier s'ils n'ont pas de clim chez eux ou des choses comme ça ou... Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné, moi, dimanche soir, dans le communiqué de presse envoyé par la préfecture pour prévenir du monde de l'alerte rouge. Pour la première fois, j'ai lu que le fait que la préfète invitait, la préfète de région aussi, donc invitait les administrations et les services publics à ouvrir leurs espaces climatisés à toute personne qui en demanderait l'accès. C'est assez étonnant. La veille, nous, on avait fait un sujet, alors un sujet... cornet de glace, comme vous dites, on a fait un sujet sur un centre commercial à Dijon, la Toison d'Or, un très grand centre commercial, climatisé. C'était un sujet à la fois qu'on voulait anglais conso, veille de fête des pères. Est-ce qu'effectivement il y a plus d'affluence parce qu'il y a canicule, fête des pères, comment ça se traduit dans les magasins? Et notre journaliste sur place a eu aucun mal à rencontrer des personnes et qui lui ont dit, nous on est là, juste on fait notre sortie du jour, il fait frais, on est bien. D'habitude, on voudrait aller dans les parcs, mais on ne peut pas. Et là, on y va. Et l'article se concluait. Il faudra qu'ils trouvent quelque chose d'autre demain, dimanche, parce que le centre est fermé. Mais c'est effectivement des sujets qui peuvent paraître désuets et qui sont... Non, la question, elle est effectivement, et ça va venir tout naturellement à vous, Théo, qui incarnait le rapprochement entre les enjeux politiques et les enjeux autour du climat, puisque, en fait, Vert est un média très engagé. On va peut-être vous laisser présenter Vert à l'audience. Mais vous êtes responsable donc, d'une rubrique qui s'appelle Chaleur brûlante. Alors, de quoi il s'agit? Et puis, il faut savoir qu'effectivement, vous êtes aussi spécialiste de l'extrême droite. Oui, bonjour à tous. Oui, donc du coup, moi je suis journaliste spécialisé sur la désinformation climatique et sur l'extrême droite. Juste me permettre une toute petite correction, notre rubrique s'appelle Chaleur actuelle. Oui, je l'ai rebaptisé, je pas vous Chaleur prie de brûlante. m'excuser. Voilà, à Vert, on aime bien faire des jeux de mots et du coup, Chaleur actuelle en est un, je vais vous laisser le trouver. Mais du coup, oui, Vert, pour recentrer, peut-être pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément ici, on est un média indépendant qui traite surtout des questions d'écologie et qui essaie de balayer l'ensemble de l'actualité, l'ensemble des thématiques avec ce prisme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vert, du coup, on est un média qui est accessible en ligne, gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer pour lire tout ce qu'on fait, nos contenus. Et aussi, du coup, on est indépendant. Et donc, ça veut dire que 98% de nos financements en fait, viennent des dons des personnes qui acceptent de nous donner un peu d'argent chaque mois. Voilà, un don mensuel. Le don moyen, en général, c'est 7 €. Et on a très peu d'autres apports financiers que ça. On a un tout petit peu de financement, de subventions publiques. Mais sinon, voilà, c'est vraiment les gens qui nous donnent de l'argent en fait, pour soutenir ce qu'on fait. Ce qu'on peut préciser, c'est que vous êtes extrêmement récent et que vous avez réussi à développer un média en ligne avec une visibilité très forte, justement sur ce principe. Vous avez combien d'années en fait? Vert a été créé il y a 6 ans maintenant, donc c'est assez récent. Et voilà, il y a 2 ans, pour prendre, on était, je crois, moi j'y étais pas encore, mais on était que 6 salariés. Maintenant, on est plus d'une quinzaine, je crois. Et surtout, en fait, du coup, voilà, il y a maintenant plus de 15 000 personnes qui nous donnent de l'argent chaque année sans avoir besoin de le faire, mais juste pour soutenir du coup notre travail et ce qu'on fait. D'ailleurs, petit instant pub, on est en campagne en ce moment, donc si vous voulez donner de l'argent, n'hésitez pas. Et du coup, vous avez la pression, il va falloir les convaincre. Et du coup, j'en reviens à votre question sur Chaleur Actuelle. En fait, Chaleur Actuelle a été créée maintenant il y a un peu moins de 2 ans. Ça a été la date, c'était le jour de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, donc le 20 janvier 2025. Et en fait, ça répond à un besoin qui avait d'avoir dans la presse plus de visibilité aussi sur ces sujets, sur cet angle précisément de la désinformation climatique. Donc du coup, ouais, on pensait qu'il y avait... voilà, il y a d'autres journalistes qui travaillent sur ce sujet en France, mais peut-être pas assez encore. Et donc de dédier un poste entier sur ces sujets-là, ça permettait voilà, vraiment de développer un réseau de sources avec des interlocuteurs comme Eva notamment ou d'autres, de développer une expertise pour pouvoir en fait voir la désinformation climatique, voir les techniques, les narratifs qui reviennent toujours dans les discours
et pouvoir analyser, décrypter ces narratifs, parfois enquêter sur les acteurs aussi de cette désinformation climatique pour en parler aux lecteurs et la montrer. Et alors la question toute naturelle, c'est quel est le rapport avec l'extrême droite? Alors le rapport avec l'extrême droite, c'est assez évident parce que voilà, on a commencé cette table ronde maintenant il y a plus d'une heure, on a déjà parlé du RN plusieurs fois. Le Rassemblement national est un acteur de la désinformation climatique. Ça, il y a une étude qui est sortie sur ça il y a un an, qui était du panel international pour l'information et l'environnement, si je ne me trompe pas, ouais. Qui disait que ça faisait partie des acteurs qui avaient des récits qui contrevenaient aux sciences du climat. Donc il y a aussi par exemple les entreprises fossiles, les activités économiques de lobbying, etc. Mais voilà, les mouvements populistes européens comme le Rassemblement national font partie de ça. Il y a pas mal d'exemples qui permettent de le montrer. Pendant les dernières municipales, nous, on a enquêté sur tous les candidats du RN qui avaient eu des propos climato-sceptiques. En cherchant un petit peu, j'en ai vite trouvé une vingtaine. Donc, il y a on voit bien en fait dans les narratifs qu'utilise le Rassemblement national qu'il y a ce fond de climato-scepticisme qui, historiquement, était très lié au parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, mais Jean-Marie Le Pen, il avait une sortie qui était assez mémorable où, pour décrire des températures en été qui étaient trop fraîches, selon lui, il disait « on sky les miches ». En parlant, du coup, en ironisant sur le côté, il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est une fameuse phrase de « il n'y a pas de réchauffement climatique quand il fait froid ». Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, est-ce que vous expliquez ce qui vient d'être décrit, la montée du climato-scepticisme par la montée du RN? Est-ce qu'il y a un lien que vous établissez et de quelle façon? Et où est-ce que finalement le principal acteur qui fait monter ce climato-scepticisme est élu aux États-Unis et entraîne tous les mouvements qu'il soutient ouvertement d'ailleurs d'extrême droite en Europe dans le même champ? Et en Amérique du Sud aussi d'ailleurs. Je pense que le RN n'est pas l'acteur central qui, ce serait lui donner trop de crédit, qui fait monter, responsable de cette montée du climato-scepticisme. Je pense surtout qu'en fait le RN est un parti qui est très populiste et très opportuniste en fait, si vous voulez. Quand on va parler d'écologie, quand c'était tendance, par exemple en 2020, voilà, que même la majorité présidentielle parlait beaucoup de ces sujets-là, le RN essayait de défendre une vision. Il disait oui ou non, on est les premiers écologistes de France, etc. Dans ces éléments de communication, ça revenait. Après, voilà, il y a eu tout ce phénomène de backlash écologique qui est notamment théorisé par le poétiste Théodore Talon. Et donc, c'est en quelque sorte devenu moins tendance. Donc, le RN a fait refluer un peu ça de ces éléments de communication. Et on le voit en fait ces derniers jours. Là, tout d'un coup, on parle d'écologie parce qu'il y a une énorme canicule. Et du coup, le RN... De sa conversion au parti de la climatisation. Oui, et surtout en fait son revirement de situation sur le GIEC. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui s'est passé, c'est que le RN a dit ce week-end, Sébastien Chenu, dont on parlait à l'instant, disait sur les plateaux, mais il faut écouter le GIEC. En fait, c'est comment ça se fait que le gouvernement n'a pas encore écouté le GIEC? Ça fait des années qu'on le sait, qu'il y a des rapports qui nous parlent de ça. Donc c'est quand même une ironie assez folle quand on sait que le RN est le parti depuis des années qui mine et essaie de décrédibiliser les scientifiques du climat. En disant que le GIEC, c'est des stagiaires. Par exemple, je peux vous donner quelques exemples. En 2023, Marine Le Pen, elle disait que le GIEC était trop alarmiste, très très alarmiste, elle disait. Thomas Ménager, dont parlait Eva en début de conférence, qui est passé sur Questions politiques ce week-end, il disait pareil qu'il avait tendance à exagérer. Donc ça, c'est des propos. Voilà, on est en Côte d'Or. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, d'un député local dont on a parlé avec Hugues, René Lioré, qui est le député de la circonscription de Bonn, si je ne me trompe pas. On peut encore retrouver des publications de lui sur Facebook où, en gros, il incite tout le monde à lire un livre climato-sceptique qui s'appelle « Les 12 mensonges du GIEC ». Donc, si vous voulez que maintenant, le GIEC, ce week-end, au profit de la canicule, se retrouve à dire « Ah, mais le GIEC, c'est super, en fait, il faut les écouter », on voit en fait l'opportunisme et le retournement de veste parce que le RN n'a pas vraiment de propos, en fait, ni de programme sur l'écologie. Ils n'ont jamais réussi à en développer un vraiment. Marine Le Pen, à part dire qu'elle aime bien les animaux et qu'elle est éleveuse de chats, n'a jamais vraiment pu porter une proposition et un programme vraiment écologique. Et donc, du coup, en fait, le RN, je pense, profite surtout de cette situation et par électoralisme, voilà, ils prennent cette position-là. Alors, est-ce que ce n'est pas un paradoxe que finalement la canicule aide plutôt un parti qui a plutôt frayé avec le climato-scepticisme à rétablir sa réputation, alors que les autres partis ont beaucoup recouru au backlash écologique et renoncé à un certain nombre de choses. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une période extrêmement étonnante
où Donald Trump serait l'allié de la transition écologique parce qu'il fait la démonstration à cause du blocage du détroit d'Ormuz et que peut-être les énergies fossiles, c'est pas vraiment une solution, ça coûte très cher, que plus rien n'arrive, ni le gaz qatari, ni l'urée, ni le soufre des pays du Golfe. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui finalement à front renversé où ceux qui ont tout fait pour semer le doute et en gros galvaniser la désinformation climatique vont finalement devoir aller dans l'autre sens parce que la démonstration des faits est en train d'aller contre leur propre démonstration. Oui, je ne pense pas que Donald Trump soit un allié de la cause climatique, honnêtement. Je pense que voilà, c'était des répercussions qu'il n'avait sans doute pas envisagées quand il a pris ces décisions-là. Et puis, nous, ce qu'on a montré aussi depuis son retour au pouvoir, c'est le côté extrêmement violent de la politique qu'il a mis en place contre le climat, justement, est assez dramatique, en fait. Voilà, on épilogue un peu les reculs. Il a remis en cause un acte qui s'appelle l'acte de reconnaissance, qui aux États-Unis est quelque chose qui est instauré depuis 2009 et qui est la base de toutes les politiques climatiques des États-Unis. Donc ça, il veut le faire tomber. C'est-à-dire que même s'il y a un autre président derrière lui qui arrive et qui voudrait remettre les politiques écologiques et climatiques qu'il a détricotées, il aurait beaucoup de difficultés parce que c'est sur cet acte-là que se basent vraiment toutes les politiques écologiques aux États-Unis. La liste est longue. L'agence gardienne de l'environnement, l'EPA, il a mis un climato-sceptique à sa tête et tout ça a été détricoté aussi. Il a mis plein pot sur les énergies fossiles. Il a essayé de stopper plusieurs fois les énergies éoliennes, même si certaines décisions ont été déboutées depuis par la justice. Donc en fait, on voit tous ces exemples, toutes ces conséquences qu'a en fait ce personnage et tout ce contexte de backlash. Moi, je discutais avec Robert Vautard, quelques mois, qui est co-président du GIEC, du groupe 1, et il disait que les États-Unis se retiraient aussi de toutes les instances coopératives et que pour les sciences du climat, il essayait de tout supprimer, de tout démanteler et tout. Et vu qu'il y avait une certaine dépendance de tous les chercheurs du monde aussi sur les bases de données américaines, ça a des conséquences et ça a vraiment des conséquences assez graves. Oui, la dernière en date, c'est vrai que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les États-Unis pourvoyaient beaucoup toute la science du climat, les données, etc. Le dernier acte en date, c'est d'avoir désactivé les balises qui étaient dans les océans, fait désactiver les balises qui étaient dans les océans, alors que le courant El Niño menace d'être un des phénomènes les plus graves. Mais là, on ne peut plus le monitorer. Donc, ce qui est important, c'est que vous rappelez bien que la désinformation climatique peut potentiellement être une opinion, on a abordé cette question, mais en revanche, elle a des impacts absolument colossaux quand elle est pratiquée à très haut niveau politique. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on a le même risque à ce stade ? Est-ce que, comment vous voyez les choses sur cette dimension-là ? C'est-à-dire qu'on a dit les uns et les autres que la désinformation climatique montait sous une certaine forme. Est-ce que les risques que ça puisse avoir vraiment des impacts mesurables, alors ça, on a déjà probablement sur le développement des énergies renouvelables, mais est-ce que ça va plus loin que ça ? Je pense que ces risques potentiels sont assez importants en fait, parce que je ne suis pas encore sûr que le sujet de la désinformation climatique, et Cota œuvre beaucoup sur ça, soit suffisamment pris en compte en fait, que ce soit dans la rédaction, mais aussi au niveau de l'État en fait. Il y a l'IRIS, qui est du coup l'Institut de relations stratégiques et internationales, qui ont sorti une note début le 19 mai, qui a été commandée par le ministère des Armées sur la désinformation climatique. Et ce que montre cette note, en fait, c'est que la désinformation climatique est instrumentalisée, elle est arsenalisée, même c'est leur terme, par certains États étrangers pour essayer de déstabiliser les démocraties européennes. Donc eux, ils ont mené leur étude sur la Russie et les États-Unis. Et ce qui démontre, en fait, c'est que ils utilisent des moments où la désinformation climatique, par exemple, il y a l'exemple des inondations à Valence en Espagne en octobre 2024, où ils utilisent ces moments-là où il y a un peu de chaos pour ajouter des faux récits, des narratifs trompeurs, et pour essayer en fait de à la fois décrédibiliser les institutions. Par exemple, il y a eu le cas aussi aux États-Unis de l'ouragan Hélène, où il y a eu des narratifs venus de la Russie qui disaient en fait il n'y a pas assez d'argent pour aider les personnes sinistrées. C'est parce qu'on a mis, les États-Unis ont mis tout leur argent dans l'aide à l'Ukraine. Donc là, on voit bien en fait cette stratégie de chaos. Ou dans l'aide aux migrants en général. Oui. Et aussi le deuxième aspect, c'est que c'est deux pays qui sont très
dépendants encore des énergies fossiles, on passe au gaz russe, etc. Donc il y a beaucoup de narratifs qui reviennent et qu'ils utilisent pour justement freiner cette transition écologique, et des narratifs aussi qui sont repris en France. Voilà, par exemple, auprès du Rassemblement national, sur les énergies renouvelables qu'ils appellent intermittentes. Ils n'hésitent pas à désinformer, ils veulent proposer un moratoire pour les stopper. Pour les zones à faibles émissions, les ZFE, c'était pareil. On peut être contre ou pour le dispositif, et le critiquer, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ce dispositif-là permet d'améliorer la qualité de l'air. Et le Rassemblement national, sur ça, désinforme. Ils disent qu'elles ne servent à rien, elles sont inutiles, etc. Alors qu'il y a des études qui le montrent. Hugues, vous partagez cette analyse sur le fait qu'il ne faut pas oublier et que la désinformation climatique, ça ne tue peut-être pas directement, mais ça a des impacts très concrets. Oui, ça a des impacts, effectivement. La violence de la campagne municipale qu'on vient de suivre, qu'on vient de vivre, moi ça fait 30 ans que je suis en République et j'en ai suivi quand même pas mal. Là, c'était sans commune mesure. Et c'est pas, donc les sujets en fait sont pas uniquement sur les sujets clivants. Le niveau de violence les sujets clivants sont pas uniquement sur le climat et sur l'environnement, mais Trump en fait c'est le champion du monde de l'outrance. Et bon, je vais pas donner de nom ici, mais des mini Trump nouvellement élus en Côte d'Or dans des villes de 3 à 4 000 habitants, il y en a plusieurs, et qui nous donnent des leçons de journalisme, et qui nous insultent, qui ne nous donnent pas d'informations, et qui pour autant sont à la tête de communes à l'échelle du territoire importante, de communautés de communes aussi dans lesquelles ils sont influents, qui ont énormément de compétences sur donc là où j'en veux beaucoup moi, à Trump, c'est cette libéralisation de l'outrance, et il a donné des ailes en fait à tous ces mini-populistes en fait qui sont dans les mairies, mais aussi derrière les commentaires, derrière leurs ordinateurs pour clasher, pour troller, donc. Eva, ça rejoint une de vos préoccupations, c'est que finalement on voit bien qu'il y a convergence entre les attaques contre la liberté de la presse et les journalistes et la désinformation climatique, entre autres. Mais qu'il y a vraiment un enjeu à protéger la liberté de la presse, ça veut dire protéger la démocratie, et ça veut dire faire attention. Mais est-ce que vous pensez effectivement qu'à ce stade, l'action publique, l'action politique est à la hauteur du risque qu'on vient de décrire ? La réponse courte, c'est non. Je pense que les personnes qui utilisent la désinformation comme stratégie assumée, c'est des personnes qui cherchent à déstabiliser les fondements de la démocratie moderne. Et en démocratie moderne, ce qui nous tient ensemble, c'est les contre-pouvoirs. La science en fait partie, le journalisme en fait partie, les ONG environnementales également. Tous ces acteurs qui finalement font en sorte que le pouvoir ne soit pas trop concentré et qu'on puisse constamment le remettre en question, le contester, sont des personnes qui sont attaquées par les stratégies de désinformation. Et les États en tant que tels le sont également parce qu'ils incarnent une forme d'establishment qui conviendrait de déstabiliser pour pouvoir imposer un nouvel ordre. Et c'est exactement ce que cherche à faire Donald Trump. Trump, il manie la vérité comme un outil, donc il a complètement reconfiguré le rapport entre le pouvoir et les journalistes en disant finalement il y avait une forme d'état de fait où les politiques étaient censés dire la vérité aux journalistes. Lui, il ne fait plus ça. Et donc, ça ouvre la porte à ce que les responsables politiques ne se sentent plus redevables. Déjà, il ne parle pas beaucoup aux journalistes. Il ne parle pas aux journalistes, mais les journalistes qui l'accréditent sont des journalistes qui sont triés sur le volet. Et puis, il dit n'importe quoi. Et c'est complètement normalisé. Et à partir du moment où ce courant de pensée et ces pratiques se normalisent, c'est là que le danger nous guette. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que les moments de prise de parole de Donald Trump à l'international génèrent des pics de désinformation en France. Il ne faut pas penser que c'est des retransmissions de Donald Trump dans des médias français, c'est pas du tout ce dont il s'agit, c'est des personnes qui sont invitées parce qu'elles représentent un courant de pensée qui est similaire à celui de Trump, parce qu'il conviendrait de désormais donner de l'espace médiatique à ces personnes. Et ça nous fait extrêmement peur. J'ai un exemple, pendant l'investiture de Donald Trump, il y avait une matinale de radio classique qui avait été organisée où Christian Girondeau, qui est un climato-sceptique notoire en France, dont les ouvrages... Qui est le dernier porte-parole encore vivant de Alors malheureusement, je ne dirais pas dernier, j'aimerais bien que ce soit... Non, mais d'un mouvement, puisqu'il a 80 ans, plus 85. Oui, et il a été invité sur la matinale de radio classique, il fait partie du groupe Les Écolos Parisiens, qui est réputé comme étant le plus radical de France, en expliquant pendant 15 minutes ces théories complotistes, sans aucune contradiction de la part du modérateur. Ça a généré un tollé au sein du groupe Les Écolos Parisiens. Le présentateur lui-même était un peu surpris d'avoir laissé ça
passé. Et en fait, nous, on a appris que la raison pour laquelle ça avait été organisé, c'est parce que Christian Girondeau est une espèce de proxy de Trump en France. Ça, c'est assez terrifiant parce que ça veut dire qu'on renormalise des personnes qui étaient aux marges de l'espace médiatique, qu'on avait considérées comme étant cornerisées. Qui est très rarement invité dans les grands médias traditionnels. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que certains pensent qu'il était déjà mort, mais en fait, non, il est toujours vivant. Je vais passer le micro à Raphaël, puisque finalement, vous représentez l'ADEME, et l'ADEME fait partie des organisations qui sont aujourd'hui remises en cause, au moins dans leur fonctionnement. Est-ce que c'est là aussi, comment vit-on de l'ADEME ces menaces qui deviennent assez réelles, et comment on peut y réagir, ou comment on peut mobiliser aussi l'opinion dans le rôle crucial, vous l'avez dit, 92% de vos fonds servent à la transition énergétique. Et est-ce qu'on peut encore en faire un combat politique, en sachant qu'il y a des pétitions qui circulent sur le site de l'Assemblée nationale pour inciter à défendre l'ADEME? Comment vous voyez cette lutte de l'ADEME pour survivre telle qu'elle est aujourd'hui? À l'ADEME, on est des experts, donc on analyse, on essaye d'expliquer, de comprendre. Et en fait, il y a 3 causes qui font que l'ADEME est aujourd'hui une cible et qui sont dans un contexte particulièrement exacerbé. Et ces 3 causes, on en a parlé aujourd'hui. La première, c'est ce backlash écologique. Donc, on l'a dit, c'est compliqué de travailler dans le domaine de la transition écologique, et beaucoup plus qu'il y a 5 ans. C'est assez impressionnant, cette bascule finalement dans le temps. On en revient encore à parler de temps, mais la deuxième raison, et on en parle aussi, c'est un peu la queue de comète trumpienne. Donc on voit cette défiance généralisée sur les politiques en général et sur la gestion de l'argent public en particulier, avec donc Trump et Musk qui avait créé ce département là pour virer tout le monde au nom de l'efficacité, en gros. Et donc on est très challengé là-dessus, sur l'efficacité de la gestion de l'argent public. Et puis, comme l'expertise de l'ADEME est reconnue, on nous confie des fonds. Et on nous confie des fonds importants dans un contexte de disette budgétaire. Donc forcément, ça fait quand même 3 bonnes raisons quand on est un opérateur de l'État doté de fonds qui travaille sur la transition écologique pour être effectivement exposé, et qui explique un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc par rapport à ça, nous, déjà, il faut comprendre et rappeler que ce backlash, il est politique. Parce qu'on parlait du baromètre tout à l'heure, et on voit très clairement que pour 8 Français sur 10, l'écologie, l'environnement, c'est important, et qu'il y a une vraie demande qu'on s'en préoccupe davantage. Qu'on fasse de la politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'environnement, de la vie de la cité. Oui, et que l'écologie ne soit pas le grand absent comme ça l'a été un peu dans le cadre des municipales, et comme on craint que ce le soit dans le cadre de la présidentielle, qu'on parle de ce sujet, qu'on parle aussi, bien sûr, pas juste d'un point de vue catastrophiste, alarmiste, parce que ça ne mobilise pas, mais qu'on parle aussi, comme on le disait tout à l'heure, des solutions qui existent, parce qu'ils sont inquiets. Les baromètres, ils montrent que 72% des personnes sont inquiètes, et dans ces 72, 27% sont très inquiets. Donc il y a vraiment un sujet de ce backlash qui n'est pas politique, et qui n'est que politique, et se préoccuper de transition écologique et de continuer à développer des solutions, ça répond vraiment aux attentes des citoyens. Après, sur la gestion de l'argent public, là, il faut quand même rappeler aussi qu'on est régulièrement audité, que ce soit par la Cour des comptes, que ce soit par l'inspection générale. Et à chaque fois, vous avez des très bonnes notes. Et voilà. Et donc, l'argent de l'ADEME est très bien géré, et oui, c'est les services de l'État qui le disent. Voilà, exactement. Et pas que. Et aussi des organismes indépendants qui sont là justement qui sont faits pour juger, parce qu'ils ont raison. C'est tout à fait légitime, c'est de l'argent public, il faut que ça soit bien géré. Mais du coup, il faut lire les rapports qui disent que c'est bien géré. Et il y a même une enquête de satisfaction assez intéressante, parce que forcément, quand on accompagne un acteur de la transition écologique et qu'on cofinance son projet, il est forcément très content de l'ADEME. En revanche, un autre chiffre qui est intéressant, c'est que plus de 60% des personnes qui ont été refusées, dont les dossiers ont été refusés, c'est-à-dire qui n'ont finalement pas été aidés, sont satisfaits
de l'accompagnement et de l'instruction de l'ADEME parce que ça les a aidés à avancer dans leur projet, à le rendre plus mature, etc. Et c'est peut-être des gens qu'on va voir revenir l'année prochaine dans le cadre des appels à projets qui nous sont confiés avec un projet mature et que là, on sera en mesure d'accompagner. Donc, plus de 60%. Là, je pense que ça défie toute concurrence en termes de score de satisfaction d'un non-bénéficiaire. Donc, pour mot de la fin, puisque vous devez vous sauver tout comme Eva pour aller prendre un train, finalement, soutenir l'ADEME, c'est un des moyens de lutte efficace contre la désinformation, de lutter efficacement contre la désinformation climatique. Soutenir l'ADEME et en fait toute structure qui apporte de l'information objective, rigoureuse, sourcée, avec des gens compétents sur le sujet, qui n'ont pas d'intérêt privé à défendre, c'est un service public, et qui mettent à disposition de l'expertise de façon gratuite. Et on n'est pas les seuls à le faire, mais on le fait. Alors, ce qui me laisse juste un dernier temps de micro, Eva, est-ce que à notre public, on peut donner quelques conseils très rapides pour se dire comment, à ma petite échelle, je peux lutter contre la désinformation climatique? Il n'y a pas de unique conseil pour remédier au sujet, mais je pense que quelques-uns fonctionnent bien. Croiser ses sources, bien sûr, quand on voit passer une information qui nous génère du doute ou une émotion très forte, qu'elle soit très positive comme très négative, ça peut être intéressant de voir si quelqu'un d'autre en a parlé ou si la personne qui est citée ou la structure qui est citée dans l'article en a également parlé. Si on voit quelque chose qui nous heurte sur un contenu médiatique, contacter le journaliste ou la journaliste en question et juste échanger. Généralement, ces personnes-là répondent et c'est super vertueux. Sur des cas très saillants, dans la presse, nous, on a obtenu des avis auprès du Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui instruit, qui est un peu le pendant de l'ARCOM version presse écrite, mais avec aucun pouvoir de régulation. Mais ça permet quand même de souligner des manquements déontologiques, donc ça vaut le coup quand même de saisir cette instance. Au niveau de l'ARCOM, j'en ai déjà parlé, mais si on voit des choses qui sont de l'ordre du manque de rigueur et d'honnêteté, de l'ordre du manque du pluralisme, on peut saisir l'autorité de régulation quand il n'y a pas de contradiction. Et puis, plus généralement, je pense que c'est important de se documenter sur le phénomène, mais que ce ne sera jamais assez et que c'est normal d'en attendre beaucoup des structures qui composent l'espace informationnel. Donc, c'est normal d'avoir une exigence forte vis-à-vis des médias, normal d'avoir une exigence forte vis-à-vis du politique et de la puissance publique et de manifester cette exigence dès que c'est possible. Donc, en fait, pour résumer, comme la une de Libération le dit, politiser ces sujets. Merci beaucoup, Eva. Alors, je vais donner la parole aussi, mais on va laisser mes deux voisins se sauver parce qu'ils doivent aller prendre un train dont on espère qu'il va rouler en temps et en heure. Et donc, du coup, je me tourne vers vous. Même question. Quels conseils donneriez-vous au public sur une lutte efficace contre le changement climatique? Ne pas lire contre la désinformation climatique. C'est la chaleur. On les applaudit quand même, d'ailleurs. Ne pas lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais. Et globalement, d'ailleurs, sur les Désactiver sites. Les commentaires. Désactiver les commentaires, effectivement. Et moi, enfin, voilà, je milite depuis des années, vraiment, je milite au sein du groupe pour que les commentaires soient de meilleure qualité, soient modérés de façon différente. Et en préparant cette conférence et en mettant justement, entre guillemets, le nez dans tous ces commentaires nauséabonds sur la désinformation climatique. Et le premier slide que j'avais montré avec j'aurais pu vous en montrer 10, en fait, comme ça, sur ce même sujet. Et donc, sur tous les sujets, c'est la même chose. Non, moi, je vais vraiment pousser pour qu'on s'améliore là-dessus au niveau du groupe. Et je sais que, par exemple, avec Ici on agit, il y a aussi des événements. La semaine dernière, à Strasbourg, il y avait 2 jours de conférences aussi, et de table ronde, un peu à l'image de ce qui se fait ici. Donc, c'était à Strasbourg. Je sais que la rédactrice en chef des DNA a tenu une conférence sur la désinformation climatique avec un quiz. Elle est aussi en avance sur ce sujet-là. Dans d'autres rédactions du groupe, il y a des journalistes qui sont très impliqués. Il faut qu'on avance. On a d'autres actualités chaudes dans le groupe, mais celle-ci, on va la mettre sur la table, c'est sûr. Et alors, dernière question, est-ce que vous avez signé la charte? Est-ce que votre groupe a signé la charte qu'évoquait Eva? Et est-ce que vous formez vos journalistes de façon plus large à ces sujets? On l'a signé. On a signé aussi celle de Reporters sans frontières. Oui, on est bien référencé. Est-ce que nos journalistes sont assez formés?
non, pas assez, mais un journaliste, par exemple, si on prend notre édition, il y a 4 éditions en Côte d'Or pour le bien public. Notre édition Haute Côte d'Or, donc la moitié nord du département, qui est vraiment dans cette diagonale du vide. Il y a 200 communes, donc avec des toutes petites communes, et puis quelques bourgs importants. Il y a 4 journalistes pour une énorme zone. Ils doivent traiter toute l'actualité, hein, donc les faits divers, la politique, le monde associatif. Ils peuvent pas être, d'ailleurs Eva l'a dit, les journalistes ne peuvent pas être spécialistes de tout. La journaliste qui a interviewé Eva Morel a fait ce master à l'ESJ Lille. Voilà, elle est là depuis 1 an et demi, elle nous apporte énormément. On voit les bénéfices qu'on tire d'une vraie formation. Il faut qu'on avance aussi effectivement là-dessus. Mais 1200 journalistes à former, c'est vraiment un cap à franchir. Enfin, c'est très ambitieux. La formation qui nous a été proposée, c'était par SAMSA, c'était 2 jours de formation. Donc, vous voyez, ça fait 2400 jours de formation. À l'échelle du groupe, ça va faire un gros chèque pour notre actionnaire, le Crédit Mutuel. Donc, c'est à l'ordre du jour peut-être. Oui. Théo, donc même question pour finir, et ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui vous semble important à travers tout ce qu'on vient de se dire pour faire avancer la lutte contre la désinformation climatique et l'adaptation et le combat pour, je vais y arriver, une meilleure efficacité contre le changement climatique? Oui, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est vraiment de mettre l'accent en fait sur les solutions, quoi. On en a parlé un petit peu, mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la demande pour qu'il y ait des politiques en faveur de la transition écologique, elle est là auprès des gens, en fait. Le monsieur de l'ADEME le disait juste avant, c'est 8 personnes sur 10. Il y a d'autres sondages qui montrent, même parmi les électeurs des Républicains, qui ne sont pas les plus avancés sur le domaine, voilà, ils sont très majoritairement, je crois que c'est à hauteur de 79%, en faveur de politiques pour la transition écologique, pardon. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important aussi. On a pu par certains moments brosser un portrait un peu sombre, mais aussi de réagir en proposant des solutions. Et c'est ce qu'on fait aussi par notre journalisme vert dans son ADN. On a vocation à proposer un journalisme aussi de solutions, et ça fait partie des papiers qui marchent les mieux chez nous, parce que bon, les gens ont besoin aussi d'avoir ça. On a parlé aussi juste avant de la vague d'insultes qu'avaient reçu tous les présentateurs télé pendant l'ancienne canicule, enfin l'ancienne salle de mai. Moi, je les avais contactés, j'avais discuté avec eux, et malgré ça, voilà, le présentateur du journal Météo Climat sur France 2, il me disait que malgré tout ça, c'était un peu la minorité qui était la plus visible, la plus agressive, mais qu'il y avait aussi une majorité silencieuse de gens qui étaient vachement demandeurs de solutions et de savoir, voilà, de comprendre le mécanisme à l'œuvre dans le réchauffement climatique, etc., et qu'il y avait vraiment une demande du public. Donc moi, je pense que on doit trouver la réponse ici sur les solutions qu'on peut apporter à ce niveau-là, et nous, c'est ce qu'on s'attache à faire en tout cas. Alors Hugues, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, un tout petit mot. Vous m'avez posé tout à l'heure la question sur l'audience de ces sujets. Effectivement, oui. les sujets ici en AJ qui sont dans le journalisme de solutions marchent très bien. Effectivement, nos lecteurs sont en attente de solutions et de clés pour améliorer leur quotidien. Hein. C'est du service qu'on leur rend. Hein. Alors, ce qui me permet d'avoir le mot de la fin, en rappelant que de nombreuses études montrent que le phénomène dit de majorité silencieuse invalide, et c'est ça peut-être que vous pouvez retenir, c'est le fait que comme les climato-sceptiques sont plus que vocaux, plus que présents, qu'ils insultent dans tous les sens, ils donnent une impression que c'est eux la majorité. Et pourquoi? Parce que ceux qui savent qu'ils disent n'importe quoi ne s'expriment pas, et comme ils ne voient pas autour d'eux d'autres personnes exprimer la même opinion, ils pensent qu'elle est minoritaire et donc ils la taisent. Et du coup, on est sur un problème particulier qui fait que, comme ça vient très bien d'être dit, il y a des attentes phénoménales, il y a un consensus sur le fait qu'il est temps d'agir à la hauteur du problème. En revanche, il est beaucoup moins audible, d'où l'intérêt et le choix fait par les organisateurs des assises de consacrer une part très importante des débats à la question de la désinformation climatique. Nous vous remercions infiniment d'avoir suivi celui-ci. Et si vous voulez à nouveau creuser ce sujet, j'ai un autre atelier demain après-midi à 14h où vous êtes les bienvenus.